Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce webinaire sur la transmission d'entreprise que nous aborderons en 10 questions et 20 minutes. Je suis Hubert Gilliéron, avocat à Genève, et je passe sans plus tarder la parole à Patrick Scheffer, directeur de l'AFE. Merci. Donc pour commencer, définissons ce qu'est une transmission d'entreprise. Donc c'est une passation de pouvoir au sein d'une entreprise. Passation de pouvoir qui peut se matérialiser avec un transfert de management et ou le transfert de la propriété de l'entreprise. Ces deux éléments pouvant être séparés, simultanés ou successifs. Pour nous, aujourd'hui, on va traiter, je dirais, la manière ou l'option simultanée. On va donc parler d'une cession ou acquisition d'une entreprise sous forme de vente des actions ou parts sociales ou de ses activités. Et là, on ne parlera plutôt de vente d'actifs et de passifs. Le point clé pour démarrer une transmission d'entreprise, c'est la préparation. Préparation qui va se tenir sur différents aspects. Une préparation personnelle, donc définir les choix et la volonté des parties. Donc ça va être d'un côté du repreneur, de l'autre côté du cédant. Et ensuite, analyser les options, la faisabilité de ces différentes options. Et ensuite, se préparer sur chacune de ces options ou sur l'option qui aura été privilégiée. Au niveau de l'entreprise, il faudra définir si une restructuration préalable sera nécessaire. Cette restructuration aura comme objectif, je dirais, de diminuer la dépendance de l'entreprise envers l'entrepreneur cédant, l'entreprise devant pouvoir perdurer sans le cédant, et au niveau juridique, financier également, sortir les éléments non nécessaires à l'exploitation et être en mesure de démontrer la bonne viabilité de l'entreprise. Au niveau opérationnel, il va falloir également se préparer, être en mesure de passer à travers la due diligence, et Hubert présentera de manière plus détaillée ce point tout à l'heure, définir une valorisation pour pouvoir avoir une base de discussion avec un éventuel repreneur et évidemment toute la documentation qui va être nécessaire à une telle opération. Ensuite, il va falloir rechercher un partenaire. Le gros dilemme de cette partie, c'est de gérer finalement la partie entre la confidentialité et la publicité qu'il va falloir donner pour être en mesure de trouver un repreneur tiers. Évidemment, vous allez devoir trouver le bon compromis entre ces deux aspects. Si vous gardez cet aspect confidentiel, évidemment, personne ne va le savoir et vous n'allez pas être en mesure d'identifier un potentiel acquéreur. Et si vous faites trop de publicité, c'est susceptible d'effrayer finalement vos fournisseurs, vos clients et de péjorer votre activité. En termes d'intermédiaires, donc pour réussir à identifier ces personnes, finalement, les choses sont assez peu structurées en Suisse. Vous allez devoir utiliser votre réseau personnel, les consultants fiduciaires avec lesquels vous travaillez, les avocats, les banques, voire l'association professionnelle. Ensuite, il va falloir déterminer une valorisation, donc estimer la valeur de votre entreprise. C'est évidemment un calcul compliqué, est une estimation, donc pas une valeur effective du marché. Différentes valeurs, différentes méthodes d'évaluation existent. Ces méthodes vont se baser soit sur la substance de l'entreprise, soit sur son rendement et sa rentabilité. Évidemment, l'approche du vendeur, donc du cédant, ne va pas être la même que l'approche du repreneur. Mais pour arriver à une opération qui se réalise, il va falloir trouver le bon compromis entre les deux et un accord qui puisse satisfaire les deux parties. Il faut être bien conscient que l'évaluation que vous allez faire initialement n'est pas équivalente au prix. Donc le prix est le résultat de la négociation entre les parties. Et donc il est primordial de garder ça à l'esprit. Et ce n'est pas parce que vous avez eu une estimation sur une certaine valeur que vous allez obligatoirement réussir à réaliser ce prix. Et ensuite, le prix dépend évidemment énormément des conditions de l'opération. Vous allez devoir faire là aussi un compromis entre le prix et les garanties que vous allez être d'accord
de consentir, sachant que plus vous allez donner de garanties, plus le prix sera potentiellement élevé. Respectivement, moins vous acceptez de donner de garanties, plus l'opération aura potentiellement du risque et donc le prix sera susceptible de diminuer. En termes de financement, premier point important, il faut être conscient que vous devez disposer, ou l'acquéreur devra disposer de fonds propres. En principe, on parle d'un taux de fonds propres pour ce type d'opération qui varie entre 30 et 50% en fonction des caractéristiques de la transaction. Il va falloir très souvent également que le cédant consente à un crédit vendeur. Un crédit vendeur qui est donc finalement un décalage du paiement, un paiement qui soit différé dans le temps et qui permet aussi très souvent de constituer finalement un aspect de garantie dans l'optique d'obtenir un meilleur prix dans une opération. Évidemment, l'acteur bancaire interviendra ou pourra intervenir. Donc vous êtes en mesure d'obtenir, ou l'acquéreur est en mesure d'obtenir un prêt bancaire qui devra se rembourser en principe sur une période de 3 à 6 ans. Certaines structures telles que la FAE que je représente ou la Fondetech en ville de Genève ou le cautionnement roman sur la Suisse romande, qui sont des organismes de soutien au financement, peuvent également intervenir, que ce soit sous forme de cautionnement ou autre. La structuration de cette opération dépendra évidemment beaucoup du type d'opération que vous allez faire et des caractéristiques. En principe, cette opération va se concrétiser soit en direct à l'acquéreur, c'est-à-dire qu'avec un prêt et une opération qui se fera en direct avec l'acquéreur, que cet acquéreur soit une société ou une personne privée, ou alors via un véhicule d'investissement, ce qu'on appellerait familièrement une holding. L'avantage de cette dernière structuration, et qui est finalement très privilégiée aujourd'hui, c'est que vous êtes en mesure de remonter les dividendes de manière franche d'impôt, ce qui améliorera ou augmentera la capacité d'endettement de la société et donc augmentera le potentiel prêt que le prêteur sera en mesure de mettre en œuvre. Je passe la parole à Hubert. Merci Patrick. Donc on a vu la préparation de l'entreprise où le cédant doit se préparer, où le repreneur potentiel doit se préparer également. Le cédant met en place, en ordre, son entreprise avant de la mettre en vente. Il communique à l'interne, à l'externe. Le repreneur, pour sa part, prépare le financement, car évidemment, sans moyens, on ne fait pas de transaction. Lorsque les deux parties se rencontrent, grâce aux efforts du cédant en particulier, lorsque les deux parties se rencontrent, il faut qu'elles puissent se parler. Et pour qu'elles puissent se parler dans un climat de confiance, qu'elles soient sereines dans les informations qu'elles pourront échanger, eh bien, il est de bonne pratique de conclure un accord de confidentialité qui va lier les deux parties, repreneur et cédant, et les contraindre au secret, ce qui signifie qu'elles ne pourront utiliser les informations qu'elles s'échangent que pour réaliser la transaction. Et si la transaction ne se réalise pas, les deux renonceront à utiliser les informations confidentielles obtenues dans ce contexte-là. Il est important que les deux parties acceptent la conclusion de cet accord. Ça n'est pas brusquer un repreneur que de lui demander de signer un accord de confidentialité, c'est véritablement une sécurité offerte au cédant qui lui permet de transmettre des informations qui ne sont pas publiquement accessibles sur le marché. Une fois que les deux parties sont mises en confiance, une fois qu'elles ont commencé à échanger des informations, et on commencera par les états financiers, par les bilans, les tableaux de pertes et profits, si le repreneur est toujours intéressé par ce qu'il a découvert, eh bien, normalement, il va procéder à une analyse plus approfondie de l'entreprise. Mais évidemment, cette analyse plus approfondie, on y reviendra par la suite, nécessite du temps, nécessite des moyens, en particulier financiers, de l'expertise, et peut-être le repreneur n'aura-t-il pas envie d'engager tous ces moyens s'il n'a pas une certitude ou en tout cas une certaine assurance quant à la possibilité de réaliser la transaction. Autrement dit,
les deux parties vont se mettre autour de la table et voir s'il y a déjà un accord sur les principaux points de la transaction. L'élément le plus évident auquel on peut penser, c'est le prix. Et y a-t-il un accord de principe, pas définitif, mais de principe, à ce stade, sur le prix? Si l'on veut le faire, s'il y a ce degré de confort, eh bien, on peut décider de conclure ce qu'on appelle une lettre d'intention. Comme son nom l'indique, la lettre d'intention n'est pas un accord final, ça n'est pas un accord contraignant sur tous ces aspects, mais c'est un document qui vise à figer à un moment donné les points d'accord entre les parties. Ça permet aux deux parties, mais surtout aux repreneurs, de continuer dans la transaction, d'engager des efforts supplémentaires des deux côtés en vue de la transaction, mais en sachant déjà qu'on a un accord sur le prix, qu'on a un accord sur l'objet de la transaction et peut-être aussi un accord sur le déroulement de la suite des événements. Ça peut être aussi l'occasion de négocier une exclusivité qui sera dans l'intérêt soit des deux parties si l'exclusivité est bilatérale, soit de la partie qui l'obtient, qui sait qu'elle n'est pas en concurrence avec d'autres. Donc, le tout vise à mettre les parties en confiance, à figer un cadre de bonne foi. L'étape suivante est la due diligence, ou la vérification diligente pour utiliser l'expression de nos amis canadiens. Donc la due diligence va faire intervenir toute une série de compétences, toute une série de spécialistes en matière financière, en matière commerciale et en matière juridique, fiscale et autres domaines. Autrement dit, en fonction de l'entreprise, on va identifier des opportunités, on va identifier des risques et on va analyser l'entreprise sur ces points-là. C'est une opération qui peut prendre du temps, qui peut coûter cher, mais d'un autre côté, là aussi, pour reprendre une expression déjà entendue, veut-on avoir les mauvaises surprises avant de conclure une transaction ou après? La réponse semble relativement évidente. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire la transaction si on a des mauvaises surprises. Cela peut vouloir dire qu'on va structurer l'opération de façon différente, que cela pourra avoir un impact sur le prix et sur les garanties offertes, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'une mauvaise surprise se traduise par un abandon de la transaction. Partons de l'idée que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de trop mauvaises surprises à l'occasion de la due diligence, eh bien, il sera temps de négocier le contrat. Patrick Schaeffer disait tout à l'heure qu'on a deux possibilités de structurer la transaction. Elle peut porter soit sur des actifs et passifs, soit sur des actions ou parts sociales d'une société de capitaux. Eh bien, une fois qu'on a défini le périmètre de la transaction, on pourra déterminer tout le déroulement de cette transaction et les éléments sur lesquels elle porte. Partons de l'idée qu'il s'agit d'une société de capitaux. La transaction portera sur les parts sociales, si c'est une SARL, les actions de la société reprise s'il s'agit d'une SA. On pourra poser des conditions préalables. Là aussi, Patrick disait tout à l'heure qu'on peut devoir restructurer l'entreprise à vendre pour sortir certains éléments du périmètre de la transaction, ce qui pourrait aussi permettre d'abaisser le prix. Et donc arriver à un périmètre défini de l'opération. Une fois qu'on a défini ce périmètre de l'opération, eh bien, le deuxième paramètre essentiel, c'est le prix. Et là aussi, on a différentes possibilités. On peut avoir un prix fixe payable en une fois, on peut avoir un prix fixe payable en plusieurs fois avec le crédit vendeur que mentionnait Patrick tout à l'heure. On peut aussi avoir une composante fixe du prix et une composante variable. Autrement dit, on a toute une série d'options qui sont offertes aux parties et qui permettra d'être au plus près des attentes du cédant et donc de maximiser la valeur de la transaction, mais aussi au plus près des attentes du repreneur et donc de limiter ses risques. C'est en particulier le cas lorsqu'on a des formules de prix qui sont variables. Une fois qu'on a un accord sur le prix, le deuxième paramètre qui fixe la valeur de la transaction, ce sont les garanties et l'étendue des garanties offertes.
Vous voyez à l'écran que ces garanties peuvent porter sur toute une série d'objets. La garantie la plus évidente et la plus importante est bien que le vendeur soit propriétaire de ce qu'il est en train de vendre. Ça semble une évidence, mais ça n'est pas toujours le cas. Je ne m'étends pas plus avant sur les garanties. Sachez toutefois qu'il est possible de limiter les garanties, donc c'est fixer un plafond aux garanties offertes, souvent exprimé soit en montant absolu, soit en pourcentage du prix de vente, avec également, pour éviter les chicaneries qui sont extrêmement coûteuses, puisqu'on en fait intervenir souvent des hommes de loi ou des experts, fixer un seuil de matérialité, un montant de minimis, en dessous duquel le repreneur abandonne toute action en garantie. Vous le voyez, d'autres engagements, d'autres conditions peuvent s'appliquer à la transaction. Ce n'est pas aujourd'hui que nous aborderons ces points, mais probablement dans un autre contexte. Un dernier point avant de conclure cette intervention, les aspects fiscaux. Je reviens sur cette distinction entre une transaction qui porte sur les actifs et passifs et une transaction qui porte sur les actions ou parts sociales d'une société à responsabilité limitée. Sachez que la transaction qui portera sur des actifs sera fiscalisée sous l'angle du revenu. Cela sera notamment le cas dans le cadre des raisons individuelles qui en réalité n'ont pas d'option. Sachez dans ce contexte-là qu'on peut rattraper des années de prévoyance si on a des lacunes de prévoyance pour abaisser la charge fiscale et que les transactions qui portent dans le deuxième cas de figure sur des actions aux parts sociales, elles se font en franchise d'impôt si les actions aux parts sociales ont été détenues pendant une durée de plus de 5 ans avant la transaction. J'en ai fini pour cette partie juridique. Patrick, je te laisse conclure. Merci Hubert. Donc pour terminer, il reste à mettre en œuvre la transmission, mettre en œuvre le contrat, les clauses contractuelles et payer le prix en fonction de ce qui a été convenu. Après, reste la passation effective de l'entreprise, la passation de transmission du savoir-faire, transmission des contacts clients, des contacts fournisseurs et la passation de pouvoir du management de l'entreprise. C'est un point très important car c'est cet élément qui va être garant du transfert effectif de la valeur de l'entreprise. À défaut, le repreneur se retrouverait avec une coquille vide. Le point clé vraiment pour arriver à ce processus qui soit bien réalisé, c'est 1, de bien se préparer, 2, d'être prêt à des compromis et le troisième, de ne pas hésiter à se faire accompagner par des experts, car les différents points, et vous l'avez vu aujourd'hui, sont quand même des points extrêmement techniques sur lesquels il va falloir des gens compétents et des gens expérimentés. Voilà, je vous souhaite à tous une belle transmission d'entreprise et merci pour votre attention.